Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, rien de plus facile que de prendre la parole. Un smartphone et un compte sur un réseau social suffisent. Et d'ailleurs, les jeunes ne s'en privent pas. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? C'est la question que pose le philosophe Benjamin Delmotte dans un passionnant petit ouvrage. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire, on parle Renaissance, à l'occasion d'une exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré studieuse autour du travail titanesque engagé par une chercheuse pour donner plus de visibilité aux femmes scientifiques sur Wikipédia. Et puis rendez-vous avec Amélie Paris en fin d'émission pour les années collège. On lui demandera si la folie Taylor Swift a atteint le collège Utrio où elle officie comme professeure documentaliste. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Séquence philo aujourd'hui avec un double bénéfice possible, réviser des notions à quelques semaines du bac, mais aussi et peut-être surtout s'interroger sur le sens d'une expression toute simple. Que signifie prendre la parole? C'est le titre d'un nouveau livre d'une collection qu'on aime beaucoup ici dans la quotidienne, la collection Philophile des éditions Gallimard Jeunesse. Benjamin Delmotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce nouvel opus, vous êtes normalien, docteur en philosophie, vous enseignez à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et vous signez ce livre. Pour commencer, un petit peu de définition. Pourquoi? Moi, j'avais une espèce de souvenir vague, qu'on disait en gros, le langage est le propre de l'homme. En quoi le fait d'être capable de parler, d'avoir un langage articulé, ça ne répond pas, c'est pas tout à fait la même chose que de prendre la parole. Eh bien, il est vrai que l'homme est un animal doué de parole, c'est comme ça qu'on le définit, on peut le définir en tout cas ordinairement. L'idée, c'est que ce langage qui caractérise, on pourrait dire, une compétence générale, universelle de l'humanité, c'est quelque chose qui doit être individualisé par une prise de parole qui, elle, est toujours particulière, propre à l'individu, propre à sa voix, propre au geste qu'il va utiliser. Donc prendre la parole, de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est un geste individuel, toujours caractéristique d'une personne. J'ai cité les réseaux sociaux, je les ai cités parce que vous les citez dès le début du livre, en disant qu'il y a une inflation de paroles qui cache souvent des contenus creux, des opinions standardisées. C'est pas parce que je m'exprime, que je prends la parole sur ces réseaux sociaux, à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs, que c'est une vraie prise de parole au sens où vous l'entendez, quelque chose qui compte. Oui, c'est vrai, on essaye de construire, on pourrait dire, d'avoir une réflexion critique sur le fait de prendre la parole, et on essaye de montrer que prendre la parole, c'est pas simplement bavarder ou avoir une parole creuse. La parole, elle peut aussi être pleine, il faut essayer de trouver cette plénitude, et cette prise de parole donc suppose donc parfois de s'émanciper d'un certain bavardage, on pourrait dire, qui est quotidien sur les réseaux sociaux notamment, mais pas seulement. C'est la différence entre le langage en tant que simple outil de communication et un langage qui a du sens, un langage qui me dit en tant que personne. Oui, c'est vrai que l'idée que le langage serait un instrument de communication, c'est quelque chose qui est très prégnant dans le discours ambiant. On userait en fait du langage comme on use d'un marteau ou de son téléphone portable, justement, pour prendre la parole. Mais l'idée, c'est que, justement, la philosophie nous l'a appris maintenant depuis de nombreux siècles déjà, c'est que le langage ne peut pas être un simple instrument, on ne peut pas avoir de conception instrumentaliste du langage, tout simplement parce qu'il n'est pas là pour exprimer une pensée qui existerait avant le langage. Ce langage, il est l'élément de la pensée ne peut pas se faire indépendamment ou en dehors du langage, et nous sommes donc voués, en quelque sorte, au langage et à la parole. On est voué à la parole et on est déterminé par un tas de choses. Alors, à un moment donné, vous parlez des lapsus notamment. Vous dites, je vous cite, quelque chose parlé presse en nous, à notre insu. Les lapsus en sont un exemple frappant. Donc, on est aussi travaillé par des choses qu'on ne maîtrise pas tout à fait au moment où on s'exprime. Oui, absolument. Le langage, je peux me reconnaître dans ce que je dis. Il y a bien des expériences où je suis obligé aussi de reconnaître que cette parole qui semble être mienne, qui est prononcée par ma bouche, elle est en fait déterminée ou poussée par quelque chose d'autre. Alors, ce quelque chose d'autre, ça peut être l'inconscient. La psychanalyse, à travers le lapsus notamment, a essayé de nous montrer que la parole parfois nous échappait. En tout cas, nous n'étions pas maîtres absolument de notre parole. Ça peut être donc le lapsus, ça peut être aussi le fait que cette parole que je crois individuelle, tout à fait personnelle, c'est en fait celle de mon milieu social. Et ça, on va en parler. Voilà. Si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche, parce que j'avais une dernière question, toujours si on essaye de cerner le concept avant l'Anti-Sèche. Prendre la parole, c'est vouloir faire entendre sa voix, faire en sorte qu'elle compte face à d'autres. Dites-vous, il faut ajouter, est-ce qu'il faut ajouter à je pense donc je suis, je parle donc je suis? Est-ce que c'est les moments dans lesquels finalement on est pleinement au monde? Eh bien,
bien, dire je pense donc je suis, c'est dire je parle. Entendre déjà effectivement que nous sommes un être doué de parole, puisque cette pensée, encore une fois, ne peut pas se faire indépendamment du langage et de la parole. Parole, d'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question au début, c'est un tort de ma part. On parle aussi bien de la parole orale que de l'écrit. Oui, on pourrait même dire que cette parole, qu'elle soit orale ou écrite, c'est aussi la parole pensée, d'une certaine manière, parce que la pensée, ce n'est jamais qu'un dialogue intérieur ou un monologue intérieur qui nous caractérise, enfin, qui a encore une fois besoin de passer par le langage. Benjamin Delmotte à la plume, Alice Métainier au pinceau dans ce nouveau livre. Tiens, je vais vous montrer une illustration, elles sont très belles. J'en prends une au hasard. Dans ce nouveau livre de la collection Philophile, collection dirigée par Claire Marin, c'est chez Gallimard Jeunesse. On va continuer à prendre la parole juste après l'anti-sèche. Cécile Fournier, bonjour. Bonjour. Dans cet anti-sèche, vous nous plongez dans cette période extrêmement riche, à bien des égards, qu'est la Renaissance, à l'occasion d'une exposition que tout le monde peut aller voir actuellement à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Elle s'intitule « L'invention de la Renaissance », c'est jusqu'au 16 juin, et on peut y découvrir quelques 250 œuvres datées du 14e, 15e et 16e siècle, notamment des manuscrits, des objets, etc. évidemment. L'anti-sèche, c'est l'actualité qui résonne dans les programmes, et là, ce sont les programmes en l'espèce d'histoire au collège, notamment la Renaissance. La Renaissance, on est en plein dedans. Gros morceau. Oui, je la rappelle, c'est cette période qui se situe au 15e, 16e siècle, juste après le Moyen-Âge, et qui va durer jusqu'au ce qu'on appellera les temps modernes. C'est une période à bouleversement, que ce soit au niveau artistique, intellectuel et même religieux. Avec une rupture que vous venez de souligner avec le Moyen-Âge. Déjà artistiquement. Oui, alors ça concerne tous les arts. La Renaissance comme mouvement artistique naît en Italie et aux Pays-Bas avec d'un côté Léonard de Vinci, Michel-Ange et Jan van Eyck de l'autre. Et le mouvement va se diffuser dans toute l'Europe. Qu'est-ce qui tranche avec l'artistique du Moyen-Âge? Là, on va parler uniquement peinture, mais déjà, on représente des êtres humains. Grande nouveauté, auparavant, on ne peignait que des scènes religieuses. Et ces êtres humains ont des visages très réalistes. Là encore, c'est nouveau parce que on peignait du flou. Et quand je dis c'est renouveau, ce que je veux dire, c'est que on parle de Renaissance parce qu'en fait, on redécouvre en fait la manière de représenter les humains au temps de l'Antiquité. Parce qu'en l'Antiquité, on faisait des sculptures avec des corps, des visages très distincts. Voilà. Et autre point important, à la Renaissance, on sait manier la perspective. Et côté technique, on utilise la peinture à l'huile. Avant, c'était l'eau et le jaune d'œuf qui servaient de liant au pigment. Et enfin, le peintre, et ça c'est encore une nouveauté, signe sa toile, donc il y a une espèce d'accès à la reconnaissance. Ça, alors ça c'est pour le domaine de l'art, mais on note aussi un bouleversement intellectuel avec l'apparition d'un nouveau courant de pensée. Les humanistes, ils mettent l'être humain au centre de tout. Donc l'être humain peut raisonner, réfléchir et donc être éduqué. Attention, Dieu reste important, mais l'homme devient un acteur fondamental. Au Moyen-Âge, Dieu est au centre du tout et l'humain, en fait, il n'a pas beaucoup de libre arbitre dans cette histoire. Parmi les humanistes célèbres, on peut citer le hollandais Erasme et le français Rabelais. Avec des idées qui se répandent dans toute l'Europe grâce à cette invention révolutionnaire qu'est l'imprimerie. Gutenberg. Évidemment, Gutenberg, en inventant l'imprimerie dans les années 1450, rend le livre plus accessible et le démocratise. Encore une fois, au Moyen-Âge, le livre... C'était les moines copistes. Voilà, on recopiait à la main, ça prenait du temps, c'était cher, et en général, c'était des textes religieux. Le livre permet donc de faire circuler les idées. Cela crée un réseau d'intellectuels dans toute l'Europe, le réseau qu'on appellera la République des lettres. L'art, les lettres, la pensée et les sciences. Et les sciences, oui, il y a plein d'inventeurs à l'époque. J'ai envie de citer De Vinci, évidemment. Oui, c'est quand même le plus célèbre. Oui, qui a inventé le parachute, le château, tout. C'est vrai, c'est impressionnant. Il est aussi philosophe. Il fait tout. Et il y a aussi l'apparition des instruments de navigation, et ça, c'est pas anodin, puisque je vous rappelle que c'est l'époque des grandes découvertes, avec notamment Christophe Colomb et l'Amérique, c'est ça, en 1490, je crois. Copernic aussi. Copernic, lui, qui va énoncer la théorie de l'héliocentrisme. Contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, en fait, la Terre, je vous le dis tout de suite, tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même. Et on termine avec les bouleversements religieux et des conséquences... Un peu dramatique. Alors, en 1517, Luther, qui est un moine allemand, s'insurge contre l'évolution de l'Église chrétienne. Il proteste notamment contre la richesse de l'Église et souhaite que la religion soit pratiquée selon la foi et la lecture de la Bible uniquement. Donc il fait scission, il crée le protestantisme parce qu'il proteste. Et donc ça va donner suite à des guerres entre protestants et catholiques. Quelques petites guerres de religion. Et cet épisode tristement célèbre du massacre de la Saint-Barthélemy. On retrouve donc cette époque à travers une centaine d'œuvres. Elles sont exposées à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 16 juin. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Grand oral.
Prendre la parole, nouveau livre de la collection Philophile des éditions Gallimard Jeunesse. On en parle avec son auteur, le philosophe Benjamin Delmotte. Vous avez commencé à le dire juste avant l'Anti-Sèche, nos paroles ne viennent pas de nulle part. Alors, il y a l'inconscient, on en a parlé, mais par exemple, notre milieu d'origine, vous citez Annie Ernaux, par exemple, à ce sujet. On a une parole qui est socialement marquée. Oui, c'est le jeu qui s'exprime est toujours un jeu qui est pris dans un certain milieu social et culturel, tant et si bien qu'on pourrait dire que quand je parle, on parle à travers moi, et ce « on », c'est le milieu social, d'où on est issu. Annie Ernaux, effectivement, dans son œuvre littéraire, elle a remarquablement essayé de montrer, de mettre au jour cette dimension sociale du discours, notamment dans ses textes, je pense un des plus célèbres qui est Les Années, où on la voit très souvent noter entre guillemets ou alors en italique un certain nombre d'expressions qui sont soit celles caractéristiques du milieu qu'elle est en train de dépeindre, soit ses propres mots, comme pour en prendre distance en quelque sorte et remarquer justement cette prégnance du « on » dans le jeu qui parle. Ouais, on a accueilli récemment Laëlia Véron qui a écrit un beau livre à la découverte sur les transfuges de classe, qui cite forcément énormément, puisque ce sont les transfuges de classe dans la littérature, Annie Ernaux, et qui montre à quel point la conquête d'un langage différent fait partie également des marqueurs très très importants qui signalent ce déclassement, que ce soit un déclassement entre guillemets vers le haut ou vers le bas. Ces influences, ces paroles qui ne viennent pas de nulle part, elles peuvent aussi venir des autres. On emprunte, on imite, et au fond, c'est pas grave. Absolument. La structure de la parole, c'est nécessairement une structure d'emprunt. On n'invente pas son langage. On peut effectivement avoir certains traits de parole caractéristiques, mais la langue, elle est toujours empruntée. Alors aussi bien au milieu social, aux parents. Les enfants, très souvent, répètent des phrases de leurs parents, mais cette répétition et cette structure d'imitation, elle nous poursuit toute la vie. Le prof de philo que je suis, il imite les profs de philo qu'il a pu avoir précédemment, etc. Et vos étudiants vous imitent. Peut-être. aux arts déco. Vous dites, en objectivant sa parole, en interrogeant ses appartenances, on peut choisir jusqu'où on accepte de s'y reconnaître. Si on essaie de... C'est-à-dire qu'au fond, à travers le vocabulaire, les structures de phrases, éventuellement le ton même que je vais employer si on parle de l'oral, je vais envoyer un message, je vais dire qui je suis, je vais choisir. Je peux rompre avec, tiens, je peux dire, je vais parler comme Benjamin, ou au contraire, je ne vais pas parler comme le prof. Ou voilà. Oui, absolument. L'essentiel, c'est pas de refuser cette structure d'emprunt, c'est d'en avoir conscience et de choisir justement les emprunts qu'on souhaite faire, ceux à travers lesquels on souhaite se construire soi-même. C'est pas parce qu'on reprend un certain nombre de tournures de phrases qu'on est la personne qu'on imite. D'ailleurs, on emprunte à différents registres, à différentes personnes, et c'est comme ça qu'un individu se construit dans sa prise de parole. Prendre la parole, c'est un bouquin avec, il y a de la théorie, il y a de la philo, il y a des exemples aussi, c'est très incarné. Je pense notamment à l'exemple que je ne connaissais pas, de Suzanne, dans les films des groupes Medvedkin. Là, on est à la fin des années 68, enfin à la fin des années 60, en gros, autour de ces ambiances mai 68, pour le dire très très vite. C'était quoi les groupes Medvedkin? Alors c'était un ensemble de cinéastes qui rassemblaient certains noms qui sont très connus, comme il y a Godard, il y a Chris Marker notamment. Ouais. Et l'exemple que j'ai choisi, en fait, c'est deux films. Il y en a un qui s'appelle À bientôt j'espère, qui date de 68, et le suivant c'est Classe de lutte. Et l'intérêt de ces exemples, c'est qu'on voit un même personnage, donc ce sont des documentaires, c'est une femme qui est ouvrière, elle s'appelle Suzanne Zedey, et on la voit la première fois dans un film où c'est en quelque sorte un personnage de second plan. Elle est interviewée à côté de son mari et son mari parle beaucoup plus qu'elle et parle parfois à sa place. Dans le film suivant, le personnage de Suzanne, il est complètement transfiguré par la prise de parole. C'est-à-dire qu'elle est devenue représentante syndicale, elle se met à parler pour ses collègues dans l'entreprise et on voit une femme mais totalement transfigurée. C'est devenu un personnage de premier plan par cette prise de parole politique, justement, et syndicale. Et un jeu qui dit nous aussi à ce moment-là. Absolument. Il y a un autre personnage sur lequel vous revenez, qui est le barbier juif dans Le Dictateur de Chaplin. Oui, et ce discours... Alors ça, c'est un exemple effectivement tout à fait différent. On est à la toute fin du film de Chaplin. Le barbier juif a remplacé le dictateur et il se retrouve obligé de parler devant des foules nazies. Et le discours qu'il va produire, c'est un discours inverse de celui qui est attendu, puisque ça va être un discours très humaniste, on en parlait à l'instant, qui va en quelque sorte le surprendre lui-même. Il était timide et il va être pris en quelque sorte par son propre discours, s'enthousiasmer par ses propres mots et enthousiasmer la foule presque par surprise d'une certaine manière. Le langage, la prise de parole pour agir sur le collectif, on va en parler si vous voulez bien juste après la récré. Une langue se boit et se parle et un jour elle vous possède, alors elle prend l'habitude
l'habitude de saisir les choses à votre place, elle s'empare de la bouche comme le fait le couple dans le baiser vorace. C'est une citation de Kamel Daoud que l'on trouve en exergue dans le livre de Benjamin Delmotte. Et Benjamin Delmotte, on le retrouve juste après la récré. Cécile Fournier. Récré studieuse aujourd'hui. Vous nous j'aime bien. Aujourd'hui on bosse. Petit zoom sur l'initiative d'une physicienne britannique. Oui, Jess Wade, c'est son nom. Elle a écrit plus de 1800 biographies de femmes scientifiques sur Wikipédia, l'encyclopédie collaborative en ligne. D'accord, et pas 1800 articles sur ses propres travaux. Non, parce qu'en fait, la jeune femme de 36 ans travaille notamment sur les diodes électroluminescentes. Rien à voir. Mais en 2017, elle rencontre la climatologue américaine Kim Cobb. Elle raconte « J'ai immédiatement été impressionnée par cette femme et ses recherches. Et elle est d'une intelligence rare et ses découvertes ont considérablement aidé la science. » Donc ni une ni deux, elle se dit « Je voudrais en savoir un peu plus. » Donc elle se connecte à Wikipédia et elle ne trouve aucune fiche sur cette chercheuse. Donc elle décide de l'écrire elle-même. Et ça n'est que le début. Oui, je vous le disais, elle en a écrit 1800. Donc en s'appuyant sur des articles scientifiques. Et en 2023, elle disait « Tous les jours depuis 5 ans, j'écris une biographie sur une femme scientifique. Je n'ai jusqu'ici jamais manqué d'inspiration. » Voilà. Donc et grâce à son travail, elle a fait entrer sur la plateforme Gladys Waste, mathématicienne afro-américaine à qui on doit notamment le système GPS, Elgeoma Njigbu, dont les recherches en nanosciences pharmaceutiques ont fait avancer les soins contre le cancer, et June Lindsay qui a participé à la découverte de l'ADN, qui aura valu le prix Nobel à Maurice Wilkins et James Watson en 1962. Et tout ça évidemment dans le but de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans le milieu scientifique. Oui, elle est très impliquée sur cette question, vous imaginez bien, entre l'égalité homme-femme depuis longtemps. Et pour ce travail absolument titanesque, elle a bien, pour ce travail titanesque, je ne sais pas ce que ça veut dire de moi, ce langage, j'ai peur. Elle a reçu la médaille de l'Empire britannique. Quand même. Et elle a surtout fait des émules. Mais oui, il y en a une autre physicienne qui s'y est mise, elle s'appelle Emily Templewood, elle a 29 ans et elle a commencé aussi à en rédiger. Ok, si ça vous inspire, et vous avez le droit d'écrire sur des femmes scientifiques, même si vous êtes un homme, si ça vous inspire, il faut continuer parce qu'on est encore loin du compte. Oui, parce que selon Wiki Project Women in Red, groupe dédié à l'égalité des représentations genrées sur la plateforme, seulement 19% des biographies de Wikipédia en anglais, je précise, sont consacrées à des femmes. Femmes qui ont également plus que le droit de se diriger vers des études scientifiques et des métiers des sciences, elles restent minoritaires. On n'a pas beaucoup. D'après un rapport au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publié en 2020, seulement 29% des chercheurs scientifiques et 20% des professeurs des universités sont des femmes. Merci pour cette récré, cette mise en lumière du travail essentiel que fait Jess Wade. Oui, tout à fait. C'était la récré militante et sérieuse. C'est le moment Suzanne de Cécile, c'est la militance. Grand oral, Benjamin Delmotte. Il arrive que prendre la parole change le monde. Quand on brise un silence, quand on embarque les autres dans une direction nouvelle, Benjamin Delmotte, prendre la parole, c'est aussi avoir un impact politique. Alors il y a un exemple dont on parle beaucoup dans les médias ces dernières années, c'est MeToo par exemple. Là c'est vraiment le moment où... Effectivement, c'est vraiment l'exemple contemporain de prise de parole, ou plutôt qui montre la puissance que peut avoir la prise de parole. En l'occurrence, cette puissance, ici, elle vient d'une prise de parole commune. On n'a pas attendu, évidemment, MeToo pour dénoncer le sexisme ou la violence, les violences faites aux femmes, mais c'est la prise de parole commune de toutes ces femmes en même moment et à travers un nouvel outil qui a permis ici d'avoir les effets qu'on connaît. C'est ça, et on avait quand même un peu attendu parce que le fait qu'elle soit massive, cette prise de parole, comme vous le soulignez, ça a amené des personnes qui probablement ne se seraient pas exprimées sur le sujet à le faire, donc ça a été aussi très important. Et c'est essentiel d'avoir de vraies prises de parole au bon fonctionnement de la démocratie à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est essentiel également pour me forger une opinion. Si je n'ai pas conscience de ce qui se passe quand les gens parlent, je peux être manipulé, je peux être victime d'un communicant, d'une rhétorique très habile mais qui au fond est totalement creuse. Donc ça c'est fondamental. Oui absolument, il y a un lien intrinsèque entre prise de parole et politique et démocratie. La démocratie d'une certaine manière, c'est pas simplement qu'elle nous permet de prendre la parole et notamment via ces nouveaux outils que seraient les réseaux sociaux, c'est surtout qu'elle exige une parole et une parole qui permettent de s'inscrire dans un monde politique au sens fort du terme, qui permettent de construire, d'élaborer un monde. Donc il faut vraiment participer au débat. Une parole marquante, dites-vous, dure bien plus longtemps que le temps nécessaire pour l'énoncer. Oui. Ce que vont dire des... Alors...
Sur ce point, Quand on dit que les paroles s'envolent, en fait, elles ne s'envolent pas du tout. Oui, absolument. Les paroles ont un impact et elles construisent, elles élaborent le monde. Là-dessus, il faudrait faire référence à une philosophe qui est Hannah Arendt, et qui a montré que cette parole, elle s'inscrit justement dans le temps qui est pour elle le temps de l'œuvre, qui se distingue du temps du travail. Le temps de l'œuvre, c'est un temps qui, au fond, dépasse l'individu comme tel. Nos paroles, elles sont essentielles parce que, d'abord, elles s'élaborent elles ont besoin d'un certain silence pour s'élaborer, et elles résonnent dans un certain silence qui peut nous suivre pendant des siècles. Il y a des paroles qui comptent des siècles après avoir été prononcées. Paroles qui peuvent être des paroles littéraires d'ailleurs, c'est pas forcément une parole sur le monde tel qu'il va. Vous citez Proust, vous citez Bartleby, je vous cite, la parole fait ici découvrir des coins de réel plus ou moins vierges ou inaperçus. C'est tout l'enjeu de la parole littéraire et poétique en particulier, on pourrait dire presque de réinventer le langage. Il y a un philosophe, c'était un élève de Bergson qui s'appelle Henri Delacroix, qui disait « Chaque mot prononcé est en quelque sorte, je cite de mémoire, est en quelque sorte réinventé ». Et c'est un peu ça l'idée de la parole poétique, c'est de redonner en quelque sorte une espèce de virginité à un langage qui pourtant nous précède depuis l'aube de l'humanité. Benjamin Delmotte, vous refermez le livre par cette phrase « Prendre la parole, c'est œuvrer à la possibilité d'un monde ». Je veux bien le petit développement qui explique la phrase après. Eh bien, ça serait œuvrer à la possibilité d'un monde, précisément en ce qu'un monde est toujours plus qu'un simple environnement déterminé à une époque. Un monde, c'est quelque chose qui, encore une fois, dépasse l'individu et permet une communication véritable entre les hommes. Donc tout ça a un rapport aussi avec l'authenticité et avec notre humanité, au fond, commune. Absolument. Tout à l'heure, vous parliez de l'humanisme et vous parliez dans votre chronique, vous parliez des artistes humanistes. Ce qui a caractérisé ces artistes humanistes, c'est aussi le fait de vouloir s'émanciper de on pourrait dire, de ce qui était leur statut social antécédent, notamment par la prise de parole écrite. Il y a beaucoup d'artistes de la Renaissance italienne, alors Alberti, Vasari, Cennini, qui sont des êtres qui ont voulu prendre la parole, pour le coup par écrit, et qui ont produit des ouvrages qui ont permis aux artistes de revendiquer un nouveau statut plus intellectuel et qui sortait en quelque sorte du régime des corporations. Ils ont élaboré un nouveau monde pour l'art grâce à une prise de parole. Et ils ont laissé bien des traces et pris la parole de manière bien variée. Benjamin Delmotte, vous restez avec nous. Alors là, je ne sais pas si c'est de la prise de parole, Taylor Swift et les Swifties, mais en tout cas, c'est un phénomène mondial, peut-être que vous aurez envie de le commenter, qui est arrivé évidemment jusqu'au collège Maurice Utrillo. On va recevoir dans quelques instants Amélie Paris pour en parler. Cécile, merci beaucoup. Vous rédigez un peu des petites notices? Oui. Bah oui, sur des femmes scientifiques, allez-y, vous donnez des idées. Je vais travailler. Ok, super, les années collège. Taylor Swift, phénomène mondial. Amélie, bonjour. Bonjour. Tournée en France, elle a débuté à Paris le 9 mai dernier, 4 concerts à la Défense Arena. Concert étincelant, si on en croit Pénélope, qui travaille sur cette émission. Ah bah étincelant, vous y êtes allé? Non. Ah non, quand même pas. Et ça se poursuit à Lyon les 2 et 3 juin et ensuite dans toute l'Europe. J'imagine que les élèves de Maurice Utrillo sont fans. Ouais. Oui, alors les ados, parce que j'ai fait le test chez les adultes du collège de plus de 35 ans et à de rares exceptions près, personne n'est capable de me citer un tube de la chanteuse américaine de 34 ans et encore moins d'en fredonner un refrain. C'est donc l'un des nombreux paradoxes du phénomène Swift. Mais il semblerait que certains boomers s'y mettent. En tout cas, ce n'est pas mon cas, même si j'ai sorti les paillettes. Alors, les Swifties, c'est ainsi un nouveau mot, invention du langage, les Swifties. Vous savez ce que c'est que les Swifties? Je le découvre. Alors, ce sont les fans de Taylor Swift, donc elles augmentent de jour en jour et ce sont principalement des jeunes filles, pas forcément aisées, mais capables de dépenser beaucoup d'argent pour leur idole. Alors, lors des récents concerts parisiens, 20% du public venait des États-Unis et scène courante chez les Swifties. Oui. On s'échangeait des bracelets de l'amitié. Dans les files d'attente, c'est ça, c'est ça, ce sont des bracelets avec les lettres, des titres des chansons et des albums et des paillettes illuminaient l'immense salle parisienne pleine à craquer. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, Taylor Swift? Eh bien, malgré son statut de star planétaire, elle donne l'impression d'être approchable. Alors, je l'ai demandé à mes élèves, et Ibtisen, qui est en 3e, m'a dit « Elle pourrait être notre amie, ce qui ne pourrait pas être possible avec Beyoncé. » Avant d'ajouter, elle se livre et se met à nu dans ses chansons, ce qui crée un sentiment de proximité. Elle raconte sa vie et elle raconte des épisodes tout à fait universels. Oui. Alors, son Eras Tour, c'est le nom donc, de sa tournée mondiale actuelle, commencée
lancé il y a plus d'1 an aux États-Unis pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars et s'annonce comme la plus lucrative de l'histoire. Ouais, l'impact économique des concerts de Taylor Swift a d'ailleurs été mesuré, notamment aux États-Unis, mais même en France, on a commencé à en parler. Comment en est-elle arrivée là, qui est-elle, pour les boomers comme moi? Alors, elle est ou comme Benjamin Delmotte, qui est peut-être pas tout à fait un boomer, mais... Elle est native de Pennsylvanie. Elle a grandi dans une exploitation de sapins de Noël. Elle s'est éprise très jeune de country au point de convaincre à 14 ans ses parents de déménager à Nashville où elle s'est aussitôt faite repérer. Alors quelques dates. 2006, elle sort son premier album. 3 ans plus tard, elle reçoit une récompense pour la meilleure vidéo féminine au MTV Music Awards. En 2014, elle fait retirer tout son catalogue de la plateforme Spotify. Pas question qu'on écoute sa musique gratuitement et exige une meilleure rémunération des artistes qui finit par lui donner raison. Elle a failli tuer Spotify ce jour-là d'ailleurs. Mais oui, octobre 2018, suite à un long post sur Instagram dans lequel elle incite les gens à aller voter, les inscriptions explosent sur les listes électorales. Elle soutient les droits des femmes et ceux de la communauté homosexuelle. En octobre 2023, elle devient milliardaire à 33 ans. L'université de Harvard va proposer un cours intitulé Taylor Swift et son monde et elle est la première artiste nommée personnalité de l'année par le magazine Time en 2023. Et en France, pourtant, elle a été assez méconnue pendant longtemps, bien moins connue en tout cas que Beyoncé que vous avez cité ou que Lady Gaga. Comment on explique ce revirement? Eh bien, c'est vrai que la tendance est inversée ces dernières années, comme en témoigne sa tournée actuelle et ses concerts qui affichent complet depuis la mise en vente des billets et son 11e album sorti le 19 avril dernier qui caracole au cime des hit parades mondiaux. Alors en France, on l'a longtemps boudée parce que quand elle a commencé, il fallait vraiment être fan de country et c'est un genre qu'on n'apprécie pas forcément en France. Et puis quand elle s'est mise à la pop, on l'a trouvée un peu trop sage, peut-être pas assez sulfureuse par rapport à une Britney, une Beyoncé ou une Madonna. Une Britney, comme si vous la connaissiez, Britney Spears, j'imagine. C'est elle. C'est elle, Britney, ma copine Britney. La mienne aussi. Et puis la tendance s'est inversée et 13 ans après donc son dernier concert français au Zénith à Paris dans une salle qui était à moitié remplie, eh bien le prix des billets a plus que doublé et elle vient de donner, donc comme vous l'aviez dit Emmanuel, 4 représentations dans la plus grande salle d'Europe et elle s'apprête à en donner 2 à Lyon. Bref, la superstar incontestée aux États-Unis, elle est maintenant en France. Super, vous allez y aller la prochaine fois alors. Bien sûr. Vous avez un petit peu écouté? Oui. Ça vous plaît? Ok, super. Amélie, merci beaucoup. Merci aussi à Benjamin Delmotte. Alors, je l'ai cité, mais très très vite, hein, Alice Métainier, qui est la peintre, ou l'illustratrice, je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est l'illustratrice, qui a travaillé. Comment vous avez fait d'ailleurs? Elle est partie de votre texte? Elle est partie du texte. Ouais. Il faut saluer son travail parce que d'abord, c'est jamais facile d'illustrer de la philo, mais illustrer de la philo sur la parole, comment illustrer avec un art visuel, donc quelque chose qui parle de la parole, c'est encore plus compliqué. Et elle s'en est très bien sortie à travers tout un jeu sur les phylactères. En fait, qui est... Donc le phylactère, je le rappelle, c'est la bulle, comme en langage de tous les jours, en bande dessinée. Donc le personnage qui parle. Voilà, elle utilise pas mal de métaphores en jouant sur cette figure du phylactère. Quoi. Super. Et vous enseignez aux Arts Déco? Aux Arts Déco. Voilà. Et vous enseignez quoi alors aux Arts Déco? La philosophie de l'art, essentiellement. Voilà. Scénographie, je crois. En scénographie et en cinéma d'animation, particulièrement. Benjamin Delmotte, merci beaucoup. On peut suivre vos cours si on a la chance d'être étudiant aux Arts Déco. Vous lire aussi la collection Philophile. C'est une belle collection de chez Gallimard, dirigée par la philosophe Claire Marin. Vous le savez qu'on aime bien cette collection. Prendre la parole, un des derniers opus qui vient de sortir, signé Benjamin Delmotte, Alice Métainier. Merci beaucoup pour ces années collège, chère Amélie. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage. Marine Plantec, assistée par Pénélope D à la préparation de l'émission. Pénélope qui est une Swiftie, par exemple. Elle a ses bracelets, elle était au concert, tout ça, mais voilà. Et Louise Merlin au son, également en régie aujourd'hui, avec à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.